Donc, ce que je vais présenter cet après-midi, c'est l'accès à distance au microdétaillé de l'Institut de la statistique du Québec. Je vais vous montrer un peu l'historique de comment c'est venu et les différents types de fichiers qui sont disponibles. Et après ça, je vais vous montrer à peu près les modalités pour comment pouvoir accéder à distance. Puis ensuite, je vais même vous montrer physiquement un exemple de comment un chercheur se connecterait à distance et vous montrer un peu le bureau virtuel où est-ce qu'il travaille. Donc, petit problème de pointage. Charles, je ne sais pas qu'est-ce que tu as au bout des doigts. C'est-tu moi ou c'est toi? Ah, parfait. Donc, ça fonctionne. Donc, petit rappel, comme je disais tantôt, la mission de l'ISQ, c'est vraiment de rendre accessible nos données à un plus grand nombre d'usagers possible. L'accès à distance, c'est un moyen de le faire. À cause qu'on sait très bien, les chercheurs ont des limites souvent géographiques. Donc, c'est loin de venir à Montréal ou de se déplacer à Québec. Et même des fois, ils ont des conflits d'horaire. Donc, ici, c'est juste ouvert de 8h30 à 4h30. Peut-être des fois les chercheurs qui travailleraient jusqu'à 11h, minuit le soir. Malheureusement, je ne suis pas payé en temps supplémentaire pour que je puisse rester aussi tard que ça. Mais en même temps, même si on veut donner accès à distance, c'est important aussi de protéger l'identité des répondants. Donc, particulièrement à l'ISQ, on a la loi 25 qui nous dit qu'on ne peut pas dévoiler volontairement ou involontairement l'identité de quelqu'un, mais aussi des questions, on peut dire, d'évaluer les risques éthiques, donc de certaines problématiques. En même temps, on ne veut pas non plus trop cacher les données, parce que sinon, on veut s'assurer que les fichiers qu'on donne à distance, ils ont une richesse. Donc, ils vont être utiles aux chercheurs pour qu'ils puissent faire leurs travaux sans les limiter. Donc, c'est un peu essayer de trouver, je dirais, un équilibre entre ces différentes contraintes qu'on retrouve. En termes de mesures de gestion du risque, donc pour trouver les différentes, je dirais, mesures qu'on applique pour l'accès à distance, on a les engagements juridiques. Donc ça ici, ça va contrer les contrats, les engagements de confidentialité que l'Institut va demander à un chercheur de signer. On a aussi sécurité physique. Donc ça, c'est vraiment l'environnement matériel où est-ce que le chercheur va travailler. Si on prend l'exemple du cas de risque, c'est un local fermé qui est juste accessible par cadre d'accès et c'est dans un réseau fermé, pas d'accès à Internet, avec un accès restreint. On parle ensuite de sécurité logique. Donc, ils ont un compte, ils ont juste accès à leur base de données. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès à quoi que ce soit d'autre. Et sinon, en termes de contrôle du contenu, dès que quelqu'un veut sortir quelque chose du cas de risque, moi, il faut que je fasse une vérification pour vérifier que ça correspond bien au contrôle de divulgation. Donc, on a plusieurs critères à suivre avant de pouvoir sortir les données. Donc, si on regarde un peu l'historique, donc des différents fichiers qui sont disponibles à l'ISQ pour l'accès à distance, la décision d'avoir un fichier, premièrement, d'accès à distance se fait sur 2 points. Donc, premièrement, il y a l'opportunité de le faire. Donc, c'est la direction qui va à l'ISQ qui fait l'enquête, qui va décider si ils ont la chance de pouvoir faire un accès à distance. Et ils vont considérer après ça la direction de la méthodologie. Donc, eux, ils vont vérifier si c'est possible de faire un accès à distance. Si on prend l'exemple de l'ELDEC, comme c'est une étude longitudinale, c'est malheureusement pas possible au niveau méthodologique de pouvoir accéder à ces données-là à distance. Donc, ça se fait juste au cas de risque. Oui. Quand même un petit, pour lever un malentendu, c'est qu'on ne peut pas accéder à l'ensemble de l'ELDEC. Parce que
masquer l'ensemble de l'index, c'est un travail dense et très coûteux. Par contre, le chercheur peut accéder à son fichier de travail à partir de l'index à distance. C'est-à-dire que la démarche commence la recherche ici avec le risque. Une fois que tu as défini dans les milliers de variables de l'index la cinquantaine de variables qui peuvent l'intéresser, donc son fichier, tu as défini son fichier de travail comme tel, là, on peut discuter avec les méthodologistes pour masquer légèrement ce fichier-là. Ce n'est pas l'ensemble de l'index qui est masqué, c'est seulement son fichier de travail pour son projet à lui. Et ça, c'est accessible. Ouais. Donc, merci de la précision, Jean. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de chercheurs qui s'intéressent à l'LDEC. Donc, si on en revient en termes d'historique, on a eu une grande présentation tantôt sur les fichiers, l'initiative de démocratisation des données, donc les FMGD. On avait donc les fichiers de microdonnées à grande diffusion. En termes de masquage, c'est quand même c'est très sévère. Donc, il y a beaucoup au niveau des risques d'identification et le masquage qui doit être appliqué. Disons que en termes l'ISQ, en termes d'institut, faire ce type de fichier-là, c'était assez coûteux. Et aussi, ça ne répondait surtout pas aux besoins des chercheurs. Donc, rapidement, on en a fait quelques-uns, mais ça a été très limité à cause qu'il y a peu de personnes qui l'utilisaient comparativement au FMGD de Statistique Canada. Donc, pour un peu satisfaire à la demande, on a fait des fichiers forts. Donc, ces fichiers aux fins d'analyse et de recherche externe qui étaient possibles d'accès en deux. Donc, bureau de l'organisme, ça, c'était surtout pour les organismes gouvernementaux. Donc, où est-ce qu'on avait une entente avec eux autres, on faisait la recherche. Et après ça, on leur donnait, pour qu'ils puissent travailler sur les microdonnées, un fichier fort. Donc, il y avait un masquage qui était beaucoup moins sévère que les FMGD pour qu'ils puissent travailler dans leur bureau. Sinon, après ça, on avait commencé un accès à distance en mode terminal. Ça, c'était pour le chercheur. Donc, les chercheurs, malheureusement, il n'y avait pas d'entente avec l'ISQ. Donc, je dirais, c'est le précurseur du mode qu'on a en ce moment, qui sont les fichiers FMI, donc fichiers masqués contre l'identification involontaire. Ce type de fichier-là, c'est encore moins de contrôle statistique, donc il y a beaucoup plus je dirais en termes de richesse, les fichiers sont beaucoup plus riches et c'est, comme je dis, le masquage qui est fait, c'est principalement contre l'identification involontaire, c'est donc un chercheur qui fait ses statistiques, il y a très peu de chances de pouvoir trouver quelqu'un. Si on terme s'il essaierait de volontairement essayer de trouver quelqu'un, ça serait possible, mais ça a été jugé à l'ISQ qu'avec les mesures légales, physiques et informatiques, c'était un risque qu'on était prêt à accepter. Donc, ici, j'ai un tableau, je dirais, récapitulatif sur les échelles d'importance et les différents niveaux de contrôle, donc les 4 niveaux que je vous ai présentés, comparativement aux différents types de fichiers. Donc, si on regarde ici, tableau web, au niveau juridique, logique, physique, c'est disponible partout, mais il y a un incroyable au niveau de la contrôle du contenu, c'est nous qu'on décide. Donc, il n'y a pas vraiment les utilisateurs ne peuvent pas jouer avec les fichiers. C'est des statistiques agrégées. Et sinon, en termes de richesse statistique, beaucoup moins. Je veux dire, à part rentrer la statistique dans un texte, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire avec. Les FMGD, ici, au niveau juridique, un peu, beaucoup moins. Nous, à l'ISQ, on n'avait pas l'IDD, donc on demandait de signer un petit contrat, au moins pour le chercheur, pour qu'il puisse s'assurer que le fichier était juste utilisé pour la recherche. Il ne pouvait pas le copier, il ne faisait pas essayer de faire du couplage avec d'autres fichiers. Donc, c'était un contrat qui était beaucoup moins restrictif que ce qu'on retrouve en ce moment. En termes de logique, les mesures logiques et physiques, très peu aussi.
c'était sur leur ordinateur, on l'envoyait à la base, ils pouvaient l'installer. En termes de contrôle, comme c'était un fichier FMGD qu'on disait masqué, donc beaucoup de variables qui étaient retirées, il y avait aussi beaucoup de regroupements qui étaient faits. En termes de richesse, comme je disais, assez faible. Les utilisateurs, la plupart du temps, les chercheurs n'étaient pas contents, donc ils venaient de toute façon au CADRISC, et nous, ça nous coûtait très cher le produire. Fichier phare, donc les précurseurs du FMI, en termes de juridique, en plus d'avoir le contrat qui était beaucoup plus restrictif, on demandait aussi aux chercheurs de détruire le fichier après un certain nombre de temps. Et au niveau logique, on envoyait sur un CD encrypté la base de données. Niveau physique, ça ici, on demandait un peu plus de restrictions aux chercheurs. Donc, il y avait un accès restreint, c'était juste les personnes autorisées qui pouvaient y aller. Le transport était interdit, donc de se promener, à l'envoyer par courriel ou le mettre sur un support comme une clé USB. Et tout ce qui était impression devait être gardé dans les bureaux sécurisés. En termes de contrôle, on avait, en plus d'avoir un masquage léger qui était apporté, on demandait aux chercheurs de respecter un contrôle de divulgation. Donc, on avait un document qu'on obligeait aux chercheurs pour le type de résultats qui pouvaient sortir. Sinon, en termes de richesse, les utilisateurs étaient quand même assez contents. Les organismes gouvernementaux, il y avait quand même accès à assez de variables. Si on regarde les fichiers que maintenant sont créés à l'Institut, donc les FMI, au niveau juridique, en plus d'avoir un contrat, on demande aussi un engagement à confidentialité, donc semblable à une mesure qu'on demande au CADRISC. Sinon, au niveau logique, comparativement au phare où est-ce qu'on donnait la permission de travailler dans les bureaux, le FMI peut juste se connecter à distance. Et pour, je vais vous le montrer tantôt, il y a une double identification qui doit être faite. Donc, ça donne accès directement aux fichiers que physiquement se retrouvent à l'ISQ. Donc, ce n'est pas dans les ordinateurs du chercheur où se trouve la base de données. Sinon, comme c'est une session virtuelle, le chercheur ne peut pas non plus sortir quoi que ce soit de la session qui est ouverte. Donc, tout le travail qu'il va effectuer sur la base de données reste physiquement à l'ISQ. Et pour la sortie des résultats, ils doivent absolument passer par nous autres, et pour la même chose pour les impressions. En termes de contrôle, c'est aussi un peu moins, je dirais un peu moins de contrôle. Comme tous les résultats, comme le CADRISC, ça doit passer par l'analyste. C'était pas nécessaire d'appliquer, je dirais, la mesure de contrôle est beaucoup moindre pour l'utilisateur. Sinon, en termes de richesse, une très bonne richesse en termes de qualité de données pour l'utilisation que les chercheurs en font. Un peu d'eau. Pour voir un peu en termes de gestion du risque, on peut voir un peu plus d'une manière graphique, où est-ce qu'on a ici, à la verticale, le contrôle statistique et à l'horizontale, le contrôle physique de l'information. Donc, on avait les FMGD qui étaient quand même assez hauts en termes de masquage qui était fait, mais en termes de conditions physiques, on n'en demandait pas particulièrement. Fichier phare, donc un masquage moins important comparativement au FMGD, mais on demandait obligation légale, physique et informatique de la part du chercheur. Tandis que les fichiers FMI, encore un masquage encore moins important en termes de contrôle statistique, mais beaucoup plus de limitations physiques et informatiques comparativement au phare. Si on regarde en termes de gestion du risque et l'utilité des données, donc ça s'apparente à la richesse des données, donc de la base de données, comment c'est utile à l'utilisateur. On a d'un bord le risque de divulgation et l'utilité des données. Si on regarde ici, données non diffusées, ça ici, c'est les tableaux web qu'on voyait tantôt. Donc, c'est des données qui sont toutes agrégées, qui sont du cuit dans le bec, qu'on donne aux chercheurs. Et ici, on a les fichiers maîtres qui sont juste disponibles au CADRISC. FMGD, avec risque de divulgation très bas, comme vous voyez le voir, avec une utilité limitée. Avec les fichiers phares qui étaient un peu moins de risque de divulgation
et les fichiers FMI, où est-ce que vous pouvez voir, c'est vraiment la limite, donc c'est le maximum qu'on a pu chercher à l'ISQ pour le risque de divulgation. Donc, accès aux microdonnées à distance. Donc, comment est-ce qu'un chercheur peut avoir accès aux microdonnées à distance? Il y a deux façons particulières. Une, qui sont moins pour, je dirais, intéressants pour les bibliothécaires, c'est dans le cadre d'une entente avec la direction qui fait l'enquête et un organisme qui a demandé l'accès. Ça, la plupart du temps, dans ce type d'enquête-là, surtout les plus récentes, on donne à l'organisme un accès à distance pour qu'il puisse travailler sur les données. L'exemple que je peux vous donner, c'est le QSJS, qu'on parlait tantôt dans l'exercice. En ce moment, il y a les agences de santé des différentes régions qui travaillent sur les données à distance pour pouvoir sortir les résultats. Sinon, pour vraiment les chercheurs, ça s'apparente vraiment à une demande cas de risque. Donc, ça va passer par le guichet unique que j'ai présenté tantôt, des SAD, et les demandes qu'on va demander, les informations qu'on va demander vont être similaires à un accès au cas de risque. Sinon, en termes d'ajout, il y a un ajout au contrat pour les obligations physiques, donc où est-ce que le chercheur va travailler avec la base de données qu'on demande de signer. Je parlais un peu sinon du projet pilote. Je pense que ça avait été discuté à la dernière réunion qu'on avait eue avec le SIX. Je pense que vous touchez beaucoup plus, qui était l'accès pour les étudiants. Donc, demande d'accès, la plupart du temps, c'est les chercheurs qui demandent. Mais là, on voulait ouvrir différentes antennes dans les bibliothèques pour que, ou les étudiants ou les chercheurs, qu'ils n'ont pas malheureusement les limitations physiques, puissent venir travailler. Donc, tranquillement, ça, c'est en train de se développer. Je pense que, tranquillement, on va donner de l'information à long terme aux différentes antennes où est-ce qu'ils seraient créés. Donc, ça, je suis sûr que la liste vous intéresse beaucoup. Donc, ça, c'est la liste, pour l'instant, des fichiers qui sont accessibles à distance. Donc, on avait principalement 3 FMGD, comme je disais, qui ont été créés. Surtout sont en matière de services de garde. Après ça, les fichiers phares qui ont été créés, on avait l'enquête sociale de la santé auprès des enfants adolescents, 99. On avait les enquêtes québécoises sur le tabac, l'alcool, les drogues, le jeu chez les élèves du secondaire, donc 2000, 2001, 2004. Enquête sociale de la santé, 98. On avait un SCC spécifique, le cycle 1.1, et enquête sur la certification des usagers à l'égard des services de santé sociaux, 2006-2007. Sinon, en termes de FMI, comme j'ai dit, c'est tout récent qu'on a commencé à créer ce type de fichier-là à l'Institut. On a l'enquête québécoise sur la santé des populations 2008 et disponible en 2013, il va y avoir l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire. Donc, pour vous expliquer en bref, en résumé, comment l'accès à distance marche, avec mes gros graphiques blocs, on a, premièrement, ici, on peut voir les ordinateurs. Donc, ça, les ordinateurs doivent être placés dans un environnement physique particulier. Je vais décrire tantôt les spécificités. Sinon, la connexion se fait avec un jeton de sécurité. Donc, c'est une des mesures de contrôle qu'on a, en plus du mot de passe qu'on demande aux chercheurs de remplir pour avoir accès. Et avec cette connexion-là, ça donne accès à l'ISQ, donc où est-ce qu'on a le secret statistique, avec un poste virtuel où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir une session de travail. Est-ce que c'est un à la fois? Est-ce que comment ici vous avez 2 postes qui accèdent, mais comment vous dites qu'il y a accès à un poste virtuel ici, donc est-ce que 2 chercheurs dans 2 universités différentes pourraient avoir accès en même temps? Oui, pour l'instant, le système qu'on a, c'est avec Citrix, qui s'appelle Xen Apps. Ça permet à l'instant, le forfait, je dirais, qu'on a, permet 50 connexions en même temps. Donc, s'il y a des différents chercheurs, sûr que s'ils ne travaillent pas en même temps, c'est possible d'avoir jusqu'à 50 connexions.
Si le besoin se fait sentir, on va augmenter à long terme peut-être le nombre de connexions. Si on regarde ça, environnement physique nécessaire. Donc ça intéresse surtout les bibliothèques qui veulent organiser un local spécifique. Donc, qu'est-ce qui est important? Endroit, accès restreint, donc avec une porte, qu'il n'y a pas une vitre en arrière parce que les gens pourraient venir voir par-dessus l'épaule du chercheur les données. Sinon, le poste de travail de l'utilisateur est exempt d'une prise de contrôle à distance. Il doit avoir un furteur courant avec un port sécurisé HTTPS qui est fonctionnel. Sinon, ils ne pourront pas réussir à se connecter à distance. Contrôle d'accès logistique, donc les mots de passe au niveau de l'ordinateur et au niveau du réseau que c'est nous qu'on fournit. Et ça doit être pour l'instant un système d'exploitation Windows. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible avec un iMac de pouvoir se connecter à distance. Donc, avant de continuer, je vais vous montrer donc vraiment quand quelqu'un signe un contrat, accède à distance. Je vais vous faire une démonstration maintenant de à quoi ressemble une session de travail. Donc, qu'est-ce que le chercheur va recevoir? Il va recevoir par la poste, premièrement, son petit jeton. Donc, j'ai ici. Donc, très petit. Comment ça marche? Le jeton en particulier, à chaque minute, vous voyez ici les petites barres, chaque minute, le mot de passe change. Et pour pouvoir se loguer, il doit rentrer durant cette minute-là les 6 chiffres qui sont générés pour pouvoir rentrer. Sinon, après ça, par courriel, il va recevoir le guide d'utilisateur avec son nom d'utilisateur et le mot de passe initial qu'il va avoir besoin pour se connecter. Donc, pour ma démonstration, moi aussi, je ne connais pas l'adresse par cœur, donc j'ai besoin de mon guide que j'ai reçu. Donc, ça, c'est le beau guide qu'il va recevoir, où est-ce qu'il est décrit vraiment étape par étape comment se loguer pour la première fois à un accès à distance. C'est important à savoir aussi si les bibliothécaires veulent aider les chercheurs ou les étudiants pour l'ordinateur, qu'ils soient inclus dans le contrat. Et donc, dans le contrat qui est signé, on a une partie où est-ce qu'on peut inscrire les aides techniciens. Donc, le nom pourrait être inclus pour pouvoir accéder. Donc, ça serait après ça possible de pouvoir les aider avec cette connexion-là, s'ils ont de l'aide. Donc, réception. Espérons que la connexion va pouvoir se faire. Donc, ça ici, c'est comme je disais, le logiciel fourni par Citrix avec l'application. Pour entrer la première fois, on a besoin de rentrer notre nom d'utilisateur avec le mot de passe. La première fois qu'il doit être, excusez-moi, le code secret, la première fois qu'il doit être rentré, c'est le chiffre qui est généré par l'ordinateur. Non, comme j'ai vraiment demandé la première fois, donc c'est un jeton et un compte vierge. Donc, c'est vraiment, je suis toutes les étapes qu'un nouvel utilisateur devrait utiliser. Donc, s'il me demande un mot secret à rentrer, et confirmer. Impossible de définir le code secret. Je vérifie aussi. Comme j'ai 2 comptes, j'ai rentré mon premier compte qui est 01. C'est le 02 qu'il faut que je
sélectionne. Espérons que ça va. J'espère que c'est pas aussi compliqué pour les utilisateurs. J'attends qu'un nouveau code se crée. On va recommencer. OK. Donc, comme j'avais demandé qu'il refasse le jeton, je n'ai pas pu utiliser mon ancien code secret. Donc, comme on disait, le nom d'utilisateur, on a le mot de passe initial qui serait fourni et le code secret. Donc, c'est comment rentrer, c'est en premier le code secret que j'ai défini tantôt. Suivant après ça, les 6 chiffres qui sont générés. Donc, on voit qu'en termes de contrôle, c'est assez compliqué pour pouvoir se connecter. Donc, comme c'est la première utilisation, il demande de mettre un nouveau mot de passe. Donc, c'est n'est plus l'ancien mot de passe et mon nouveau mot de passe. Très sécuritaire, la difficulté de me connecter. Et je suis un des administrateurs. Pourtant, j'ai bien rentré. OK. Enfin, fonctionner. Donc, une fois que c'est fait, surtout si c'est un nouvel ordinateur, il demande de télécharger un petit programme pour pouvoir accéder. Un bureau comme ça dans le milieu d'une salle de séminaire, c'est pas vraiment un bureau à accès restreint. Non, pas vraiment. Mais le compte que j'utilise, c'est un compte test, donc il n'y a pas d'informations. Oui. Il n'y a pas d'informations sensibles qui sortiraient. Tantôt, quand vous Oui. dites de faire inclure le nom quand le chercheur Quand le fait contrat, sa demande oui. dans son contrat, est-ce que c'est. J'ai pas l'intention de vous aider au niveau statistique, mais si pour des questions d'accès ou de physique avec le poste, est-ce qu'on est mieux de faire inclure le nom du technicien? C'est possible. C'est aussi possible de contacter directement, parce que nous, on a le service technique à l'Institut, répond à toutes les questions d'ordre, je dirais, logique pour pouvoir accéder.
Mais comme je disais, moi j'avais un peu de difficulté. Je veux dire, c'est assez clair les instructions, mais il faut que ça fonctionne la première fois. Donc, dans ce bureau-là, il devrait y avoir des téléphones aussi. Bureau pour Oui, ce serait préférable, je dirais, en tout cas, pour. C'est des problèmes techniques d'appeler facilement. Juste parce que la question de Catherine, c'est s'il y a des besoins d'aide technique, alors parce que nous, on n'a pas prévu de téléphone. Oui, nous autres, on n'a pas de téléphone dans le local qui avait été prévu pour cette salle-là. Non. Non, mais Je ne c'est sais pas dans quelle mesure ça. Problème de connexion. Donc, une fois que l'utilisateur arrive ici, il est dans sa session, je dirais, il a accès au répertoire pour accéder à sa session virtuelle. Donc, la plupart du temps, dans Explorateur, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il y a Xerix qui va partir et une nouvelle fenêtre apparaît. Donc, à l'intérieur de celle-ci, on a la plupart du temps comment c'est situé, on a les BD, c'est où est-ce que la base de données de l'utilisateur va être déposée avec les différentes bases de données et la documentation. Et dans traitement, chaque utilisateur a sa session de travail avec l'accès à un nom. Et s'il travaille avec plusieurs, donc si c'est plusieurs personnes dans le même groupe d'équipe, il y a un fichier aussi commun où est-ce qu'ils peuvent déposer leurs fichiers qu'ils doivent partager. Sinon, après ça, on a dans Traitement Export. Ici, c'est où est-ce que les chercheurs vont déposer les résultats. Parce que comme je disais, il y a ici, ils peuvent absolument pas rien sortir de cet environnement-là. C'est un environnement virtuel. Donc, tout le travail se fait à travers cette fenêtre-là. Donc, une fois que les résultats sont sortis, ils vont les déposer ici et ils envoient après ça un courriel à l'adresse du SAD, dire qu'ils ont sorti des résultats. Et nous, la plupart du temps, on a 72 heures pour leur répondre et sortir des résultats. Je ne sais pas, avant que je sorte, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à l'environnement virtuel dont les chercheurs ont accès? Non? C'est-à-dire que les questions vont venir quand on va voir le faire. Faites-vous-en pas, il va Par rapport à la logistique de la chose, donc, si après ça, on continue, j'ai bientôt fini. Quand je disais qu'il dépose dans le répertoire tantôt d'exportation, nous, on vérifie de notre bord. Une fois qu'on on a fait la vérification, on le dépose dans... on dépose les résultats dans un site de transfert sécurisé. Donc, l'utilisateur va avoir, encore une fois, un numéro d'usager avec un mot de passe. Et à l'intérieur, une fois qu'ils vont rentrer, il y a une fenêtre qui va apparaître où est-ce qu'ils vont pouvoir, si c'est en très petit, mais c'est des documents à récupérer. Donc, tous les documents qui ont demandé à être sortis, les résultats, ou ça peut être des fois de la syntaxe, ils vont pouvoir le sortir ici. Et c'est aussi par ce même site que s'ils veulent rentrer un fichier, donc encore une fois, ils ont travaillé sur un fichier de syntaxe et ils veulent travailler sur l'accès à distance, c'est ce même site-là qu'ils vont utiliser pour pouvoir déposer les fichiers que nous, on vérifie avant de mettre disponible dans la session virtuelle. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions?